Alors si comme moi vous faites partie de la diaspora africaine et que vous voulez investir au pays, vous vous êtes forcément posé cette question-là. Quel rôle doit jouer ma famille? Dois-je ou pas l'impliquer dans mes affaires? Si oui, à quel niveau? Et sinon, comment gérer le fait qu'ils puissent mal le prendre et donc éviter de détériorer nos relations? Mais écoutez, dans cette vidéo, je vous partage la méthode que j'utilise et je vous présente aussi les 3 principales erreurs que les gens commettent quand il s'agit de se lancer dans le business en y intégrant leur famille. C'est parti! Salut, c'est Philippe d'Investir au pays et au travers de cette chaîne, j'aide la diaspora africaine à entreprendre et à investir. Donc si tu es nouveau et que cette thématique-là t'intéresse, je t'invite à faire tes 2 premiers pas. Le premier, c'est de t'abonner à cette chaîne et d'activer les notifications. Ainsi, tu pourras recevoir gratuitement chacune des 3 vidéos que je publie chaque semaine, le lundi, le mercredi et le vendredi à 11 h. La deuxième, c'est d'aller dans la barre de description et de cliquer sur le lien afin de recevoir gratuitement dans ta boîte email le livret que j'ai écrit et qui s'intitule « 10 bonnes raisons de devenir entrepreneur ». La thématique de cette vidéo m'a inspiré par des faits réels. Beaucoup de personnes qui ont investi en Afrique sont aujourd'hui dégoûtées parce qu'elles se sont faites arnaquer. Et le plus dur est que malheureusement, parfois, ces arnaques ont été commises par des personnes qui étaient très proches d'elles, des amis très proches, intimes, ou même souvent malheureusement la famille. Du coup, il s'est créé comme une sorte de peur quant à ce qui concerne l'investissement en Afrique, à tel point que justement, les gens se posent véritablement la question de « est-ce que je peux investir à distance ? Si oui, dois-je impliquer ma famille? Si oui, comment faire pour que je puisse me prémunir des risques d'arnaque ?» Écoutez, dans cette vidéo, je vais vous partager en toute transparence mon expérience. Je vais vous parler de mon expérience dans l'élevage. Je vous invite de rester jusqu'à la fin afin de pouvoir recevoir le plan d'action que j'utilise et qui marche depuis plusieurs années maintenant. Déjà, on fait des affaires en Afrique pour diverses raisons. Parfois, c'est pour pouvoir aider sa famille, justement, contribuer à améliorer les conditions de vie des personnes qui sont là-bas. Et je pense que comme c'est pour ces personnes-là que l'on le fait, on a tendance à confondre 2 choses. Le fait qu'on veuille les aider et donc le fait de les impliquer dans les activités que l'on veut mener. Vu que la finalité de ces activités, c'est de les aider, alors on se dit que le moyen le plus logique et de naturel de le faire, c'est de les y impliquer. Eh bien, c'est une erreur parce que très souvent, les personnes qui sont en face de nous n'ont pas cette compréhension des choses-là. Et malheureusement, on considère simplement que quand vous êtes en Occident, vous êtes dans des pays dans lesquels il y a beaucoup d'argent et donc vous pouvez envoyer de l'argent. Et même si elle le gère mal, même si elle le mange, c'est pas très grave. Vous avez de l'argent là-bas en Occident et vous allez pouvoir à nouveau l'envoyer. Bien évidemment, ceci n'est pas vrai puisque l'argent que vous avez utilisé pour pouvoir lancer votre business est le fruit d'une épargne et donc de sacrifices que vous avez fait avant d'y parvenir. Mais loin de moi la volonté d'accabler qui que ce soit parce que je sais aussi que pour beaucoup de personnes, la famille est le seul véritable point d'attache qu'ils ont par rapport au pays. Peut-être parce qu'ils sont partis du pays depuis très longtemps. Et donc du coup, il n'y a plus d'amis, il n'y a plus personne, on ne connaît personne là-bas, il n'y a que les parents, il n'y a que les frères, les cousins. Et donc du coup on se dit, pour pouvoir investir, je vais m'appuyer sur ceux que je connais. Ce sont eux mon seul point de confiance. Et donc du coup bien évidemment on s'appuie sur eux. Une autre raison, ça peut être qu'on est parti du pays très jeune, donc on n'a pas vraiment bossé sur place. Et donc on n'a pas de contact professionnel au pays. Et malheureusement on ne sait pas non plus comment le monde du business fonctionne sur place. Et on s'appuie donc sur ceux qui sont encore là-bas et à qui on fait confiance en se disant que bon, comme eux ils sont sur place, ils vont pouvoir jouer ce rôle d'intermédiaire là sans problème. Mais là aussi malheureusement l'expérience montre que les choses ne marchent pas toujours comme ça. Au-delà de ces quelques erreurs basiques, naïves peut-être que l'on peut commettre, il y a quand même 3 erreurs fondamentales qui sont souvent commises par les gens de la diaspora quand il s'agit d'investir en Afrique. La première, c'est qu'il y a une volonté parfois excessive de faire des économies. Le premier poste où on peut le voir, c'est au niveau de l'artisan avec lequel on va travailler. Si vous voulez construire une maison aujourd'hui, si vous voulez construire par exemple, je dis n'importe quoi, un immeuble, il y a aujourd'hui en Afrique énormément de professionnels qui peuvent vous signer des contrats, vous donner des devis et vous construire votre immeuble ou votre maison. Le problème, c'est que la plupart du temps, on se dit que si on passe par une entreprise légale qui paye des impôts, on va payer très cher. Et donc du coup, pour contourner ça, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre l'artisan du coin, on va demander aux parents de nous trouver quelqu'un au quartier qui va pouvoir faire le travail. Et d'ailleurs, on a toujours quelqu'un de la famille qui va nous dire « Mais ne t'inquiète pas, je connais quelqu'un qui a construit ça pour telle autre personne et il va le faire pour toi sans aucun problème. » Voilà la première porte ouverte au problème, c'est qu'on va prendre quelqu'un avec qui on ne va signer aucun contrat. Donc on n'aura finalement
aucun véritable moyen de pression sur l'artisan parce que c'est à ça que sert aussi un contrat. Et ensuite, on aura fait confiance simplement à quelqu'un qui a dit de quelqu'un d'autre qu'il était quelqu'un de très bien. Alors, je ne suis pas en train de dire que les recommandations ne marchent jamais, bien au contraire. Les recommandations marchent souvent pour beaucoup de choses, mais il se trouve quand il s'agit de trouver un artisan, un professionnel qui va pouvoir faire un travail sur lequel il va être rémunéré, je suis juste en train de souligner qu'on prend un très grand risque quand on décide de travailler avec quelqu'un à qui on n'a pas signé un contrat professionnel et qui lui-même n'est pas un artisan qui est officiellement reconnu par l'État dans le pays dans lequel vous êtes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes architectes, même de la diaspora qui sont rentrés au pays, qui s'engagent en ayant constitué même des entreprises à vous aider à faire tout type de construction au pays. Je pense que c'est une solution alternative qui vous permet de pouvoir aller vers des personnes qui sont qualifiées et qui ne vont pas forcément vous coûter tout aussi cher que si vous alliez prendre la super grosse structure du coin qui construit des projets sur plusieurs centaines de millions. La deuxième fausse économie que les gens veulent souvent faire, c'est de travailler avec la famille parce qu'on se dit qu'avec la famille, on n'a pas de salaire à payer. Plutôt que de prendre des gens extérieurs avec lesquels il y aura une contrainte, bien évidemment, à les rémunérer tous les mois en fonction du travail qu'ils vont faire. C'est une grosse erreur parce que quand vous travaillez avec les gens de la famille, je pense que comme ils font un travail, ils méritent aussi un salaire. Mais dans les têtes des gens, notamment ici dans la diaspora, on se dit « Oh, j'ai l'habitude d'envoyer de l'argent pour les aider, donc c'est normal que le jour que j'ai besoin d'eux pour un coup de main dans un business, qu'ils puissent y participer. » D'ailleurs, quelque part, c'est aussi pour eux-mêmes que je suis en train de faire cette activité-là. Donc, il n'y a pas de raison qu'ils ne comprennent pas la nécessité de pouvoir s'impliquer et donc de pouvoir travailler dedans, à la limite même gratuitement ou alors, bon, de temps en temps, je vais leur filer un petit billet. Ça aussi, c'est une fausse économie que l'on veut souvent faire et qui, au final, nous coûte cher parce que ce n'est pas parce que ce sont des personnes de notre famille qui sont qualifiées pour faire ce travail-là. Juste que le problème, c'est qu'en Afrique, on a toujours tendance à penser que le travail de l'autre est facile. Donc, tout le monde va vous dire « Oh, mais si ce n'est que faire ça, t'inquiète pas, je peux le faire. » Même si au final, elle le fera mal ou alors vous perdra beaucoup plus de temps qu'un vrai professionnel aurait pris pour pouvoir réaliser ce travail-là. La troisième erreur, c'est d'envoyer de l'argent à peu près n'importe comment. C'est-à-dire que on vous demande d'envoyer 1 000 €, 2 000, 3 000, 5 000 € pour pouvoir réaliser votre travail. Et sur la base simplement de la confiance, vous envoyez de l'argent. Quand vous n'avez réellement aucune idée de ce à quoi cet argent va vraiment servir, vous n'avez pas beaucoup de moyens de contrôler que l'argent que vous avez envoyé la dernière fois a vraiment servi à ce à quoi il devait servir. Et donc oui, il est normal de pouvoir envoyer de l'argent pour pouvoir faire avancer le travail. Bref, vous travaillez dans le flou total. Et donc, bien évidemment, quand vous êtes dans le flou, sans aucune visibilité de ce qui se passe réellement sur le terrain, vous êtes beaucoup plus facilement arnaquable. Face à ces réalités-là, moi j'ai décidé de pouvoir appliquer une méthodologie que je vais vous décrire tout de suite dans un plan d'action et qui va vous permettre de pouvoir, je l'espère, contourner tous ces risques-là. C'est du moins ce qui se passe pour moi parce que c'est elle que j'utilise. Première étape quand vous voulez vous lancer consiste simplement à vous former. Quand j'ai voulu me lancer dans l'élevage, j'ai pris plusieurs formations pour pouvoir savoir de quoi on parle. Pourquoi? Parce que le meilleur moyen de se faire tromper, c'est simplement d'être en face des personnes qui parlent un langage que vous ne comprenez pas du tout. Et donc, vous allez être dans une zone dans laquelle vous allez devoir faire confiance de manière aveugle aux personnes. Il se trouve que les métiers de l'agriculture et de l'élevage, ce ne sont pas des métiers fondamentalement complexes techniquement. C'est la terre, c'est un peu logique et naturel. Donc, il suffit qu'on vous explique comment ça marche pour que vous puissiez comprendre. Et donc, moi, je me suis formé à l'élevage, combien ça coûte un élevage, combien on doit mettre pour tel nombre de poulets, de poussins, et à partir de quel niveau on a quel type de rentabilité, combien coûte la construction d'une ferme. Bref, vous voyez à peu près, je me suis formé là-dessus. Et ce n'est qu'après avoir eu cette formation-là que j'ai décidé de pouvoir lancer un type d'élevage bien précis. Parce que beaucoup de gens, je vous dis par exemple, veulent lancer de l'élevage ou de l'agriculture, mais si vous leur demandez pourquoi tu choisis tel type d'agriculture ou tel type d'élevage, vous allez vous rendre compte que les raisons qu'ils vont vous donner seront peut-être décorrélées de la réalité. Et donc moi, ce que je vous propose en fait, c'est de vous former afin que quand vous allez entrer dans le travail, vous allez vous rendre compte que votre formation va vous aider à réussir votre projet dans toutes les étapes que l'on va voir par la suite dans ce plan d'action-là. Parce que la deuxième étape du plan d'action, c'est de trouver un bon artisan. Et le bon artisan, c'est celui qui va vous donner
un certain nombre de garanties. Alors, il faut vérifier bien évidemment que l'artisan a des références, c'est super important. Je pense qu'il faut travailler avec des artisans aussi qui sont enregistrés localement et reconnus par l'État. Parce qu'il faut encourager les personnes qui se professionnalisent. Parce que l'artisan qui travaille au quartier, même s'il est bon, s'il ne prend pas sur lui de pouvoir se professionnaliser, finalement, il refuse par ce fait même de pouvoir entrer dans une certaine cour et de pouvoir compétir à certains marchés. Moi, je veux récompenser ceux qui prennent un risque. Je veux récompenser ceux qui deviennent professionnels parce que c'est de ça dont on a besoin pour pouvoir faire grandir économiquement notre pays. Donc, moi, je recommande de travailler avec des personnes qui ont des références et je recommande aussi de vérifier ces références-là. Par exemple, pour pouvoir faire ma ferme, j'ai fait appel à plusieurs devis d'artisans qui m'ont donné des devis pour construire la ferme, mais aussi des artisans qui m'ont donné des devis pour pouvoir me livrer les différents équipements dont j'avais besoin dans la ferme. Mais pour pouvoir demander de tels devis, il fallait que je sache lire et interpréter le devis. Et comment je fais pour lire et interpréter un devis? C'est la formation que j'ai faite qui m'aide à cela. Je comprends donc lequel des artisans peut être à peu près cher grâce aux éléments que j'ai reçus dans ma formation et aux chiffres que j'ai eu dans cette formation-là. Et donc ceci me permet simplement de voir que si cet artisan-là donne plus de garantie que celui-là, ou alors celui-ci est un peu trop bas dans ses prix par rapport à tel autre. Et puis un autre moyen de pouvoir vérifier aussi l'artisan, c'est d'envoyer simplement des gens de votre famille ou des amis proches aller vérifier les références que cet artisan vous a données. Si on est par exemple dans le cadre de l'agriculture et de l'élevage et qu'il dit qu'il a fait des champs ou qu'il dit qu'il a construit des bâtiments ou qu'il dit, si on est dans l'immobilier, qu'il a construit une maison, allez rencontrer les personnes qui sont propriétaires des champs ou de l'immeuble et demandez-leur, est-ce que c'est vraiment monsieur tel qui a fait cette maison? Combien il vous a demandé? Quel a été le rendu que vous avez eu? Est-ce que vous étiez satisfait de la relation pendant le travail? Ainsi de suite, ainsi de suite. Est-ce qu'il était professionnel? Et là, vous avez un vrai avis. La troisième étape, c'est de pouvoir échelonner les paiements. Une grosse erreur que les gens commettent, c'est d'envoyer souvent de très grosses sommes d'argent pour pouvoir faire avancer des travaux qui vont prendre beaucoup de mois. Par exemple, si vous voulez construire une ferme et que la construction de votre ferme va se faire sur 2 mois, il n'y a absolument aucune raison que vous envoyez tout l'argent de la construction de la ferme tout de suite. Il n'y a même aucune raison que vous envoyez la moitié de l'argent. On a des moyens de paiement, je dis, qui font qu'on puisse envoyer de l'argent quasiment de manière instantanée. Donc, demandez à l'artisan de pouvoir, je ne sais pas moi, dans un premier temps, commencer en achetant le matériel et donc vous lui envoyez juste l'avance qu'il faut pour qu'il puisse acheter son matériel et une fois que le matériel est acheté, que le matériel est disponible sur le lieu du chantier, ensuite envoyer de l'argent pour qu'il puisse commencer à travailler, envoyer de l'argent par exemple pour la première semaine et voyez si pendant la première semaine il a été assidu, est-ce que ces gars ont été là, est-ce qu'ils ont réalisé ce qui était convenu au terme de la première semaine, est-ce que c'était la fondation, est-ce que dans l'agriculture c'était le fait de creuser, c'était la trouaison, est-ce que c'était le défrichage, bref, payez en fonction de l'évolution des travaux. N'avancez pas beaucoup d'argent pour de longues étapes de travail. C'est le meilleur moyen de pouvoir se faire arnaquer. Si vous payez quelqu'un tout de suite pour l'équivalent de 2 ou 3 mois de travail, vous êtes sûr que si pendant les prochaines semaines, il a quelqu'un d'autre qui lui propose un autre boulot, il va lâcher votre boulot et il va aller travailler pour cette autre personne. Et pourtant, si vous n'avez pas payé l'entièreté du travail pour lequel il est en train de travailler, il sait qu'à la fin, il a un salaire qui l'attend et donc il ne peut pas s'amuser à lâcher votre travail pour partir ailleurs. Donc je récapitule. Formez-vous pour savoir de quoi il en retourne avant de vous lancer dans votre investissement. Deuxièmement, choisissez des artisans compétents dont vous avez vérifié et validé la compétence. Et troisièmement, échelonnez les termes de paiement avec cet artisan-là. Une fois que vous avez défini ces éléments-là, il est maintenant temps de pouvoir faire intervenir votre famille. Comment? Simplement dans le contrôle. C'est-à-dire que vous êtes vous dans la diaspora aujourd'hui et vous avez votre famille qui est sur place. Le rôle que votre famille peut jouer, c'est être sur place, vos yeux et vos oreilles. C'est-à-dire que votre famille peut aller valider avant chaque versement, avant chaque paiement à l'artisan, que les étapes de travail qu'il avait été convenues sont bel et bien réalisées. Si par exemple il s'agit d'une construction de maison, c'est très simple. Vous envoyez votre frère, votre parent, aller sur le chantier et vous prendre des photos, s'assurer que le travail va bien et vous checkez les photos que votre frère, votre soeur, votre parent vous a envoyées avec celles de l'artisan et vous avez un minimum de garantie que les deux ne se sont pas accordés pour pouvoir vous tromper. Et avant de terminer là-dessus, je vous rappellerai que si vous voulez faire un projet qui est long dans le temps, pensez vous-même à rentrer sur place, vérifier
une ou deux fois comment avance votre projet. Sacrifier un billet d'avion, c'est quoi? 700, 800 euros. Et si vous vous y prenez même bien, parfois 500 euros, rentrez au pays, même si c'est pour une semaine, allez sur place et validez vous-même que l'avancement des travaux est bon. Parce que les 500 euros que vous prenez pour le billet d'avion vont vous permettre de pouvoir éviter de perdre 10 000, 20 000, 30 000, 40 000 que vous aurez mis en totalité dans un projet sans jamais aller regarder sur place pour voir comment les choses avancent. Alors pour ceux qui veulent aller plus loin, passer à l'action et avoir des résultats, je vous invite à rester connecté parce que vendredi, cette semaine-là, je vais vous présenter une première formation qui va vous permettre de pouvoir commencer à rentrer du cash dans votre poche. Donc, restez connectés afin de ne rien manquer. Et puis, comme d'habitude, les amis, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de cette méthode. Est-ce que vous pensez qu'elle peut réellement permettre de pouvoir éviter des arnaques? Dites-moi dans les commentaires où est-ce que vous pensez qu'il y a des failles. Dites-moi quelle méthode vous-même vous utilisez. Ou alors, dites-moi aussi quel type d'arnaque vous avez déjà pu rencontrer autour de vous ou dont vous avez vous-même été victime. Et puis, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, 3 choses à faire les amis. Likez, vous abonner et partager. N'oubliez pas d'aller dans la barre de description pour cliquer sur le lien et recevoir gratuitement le livret. Il vous permettra d'avoir un bon mindset avant de vous lancer dans le business. À très bientôt sur la chaîne.